présenter maintenant Monsieur Verrières. Alors, Monsieur Verrières, c'est le numéro 1 maintenant en charge du DAIP à l'assurance maladie, à la CNAM. Alors, ça a été très difficile d'avoir M. Verrières parce que vous imaginez son emploi du temps. Et on était tout à l'heure en échangé à midi et on voit bien que c'est un métier de diplomate pour essayer justement de convaincre les professionnels de santé sur le DPC fait. Et encore, il y a beaucoup de choses. Il y a les pharmaciens à solliciter encore et puis sur les médecins, il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a 550 000 dossiers, 590 000. Là, on était à 550 000 l'année dernière, donc ça sera beaucoup. Donc, vous voyez un peu le travail de diplomatie et puis un travail de fond que doit faire M. Verrières. Donc, je dirais pas, ça ne peut pas minimiser les interventions précédentes, mais ce qu'il a à nous dire, moi, je vais vous donner mes deux oreilles et puis voir un petit peu la stratégie de la CNAM, l'assurance maladie, sur ce dossier médical personnel. En tout cas, merci beaucoup. Personnel qui est devenu partagé par la loi. Donc vous allez nous expliquer tout ça. En tout cas, je tiens particulièrement à vous remercier et à Leger aussi pour votre déplacement. On se demandait s'il n'y avait pas un arbre ce matin qui allait vous retarder. On est inquiet, on est bien content que vous soyez là. À vous la parole. Merci beaucoup, professeur Gallo. Merci au professeur Montex de m'avoir invité aujourd'hui et j'avoue avoir apprécié beaucoup les échanges avec l'ensemble des professionnels représentants de patients et hôpitaux pour justement comprendre ce qui ne marche pas et voir comment ça peut se faire. Alors, je vais commencer d'abord par vous donner le cadre, puisque le Parlement donc, a promulgué, a voté la loi de santé en janvier dernier et donne notamment la relance du DMP. Et en fait, pour vous parler surtout des finalités qu'il a données. Donc, le DMP est fait pour la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il y a une finalité qui manque, c'est la santé publique. En fait, et donc, ça veut dire que ce DP est fait pour le traitement de la consommation médicale du patient, il n'est pas fait pour traiter en big data, par exemple, l'ensemble de l'information collective des patients. Et par contre, autre point qui est important, c'est que le DMP est créé sous réserve du consentement express de la personne. Donc le DMP n'est pas obligatoire. Donc si les patients ne veulent pas en ouvrir un, mais ne peuvent pas. Et c'est par contre indispensable de relever le consentement du patient avant l'ouverture de l'autorisation. Alors, la CNAM, donc la loi confie à la CNAM la mise en œuvre du DMP, qui est par contre important, et notamment par rapport aux discussions qu'on a eues tout à l'heure. La CNAM n'héberge pas et n'hébergera pas le DMP. L'hébergement est confié dans le cadre d'un marché public à une société de service qui est habilitée à héberger des données de santé. Donc l'hébergeur reçoit un agrément du ministère et de la CNIL. Donc il a un certain nombre d'obligations qui représentent aujourd'hui le haut niveau de la sécurité informatique en France. Et c'est bien calé par rapport à la CNIL. Deuxième élément, le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie de Renault est avec nous, M. Verrières. Il n'aura pas d'accès aux données du DMP, aux agents des caisses d'assurance maladie, quels qu'ils soient,
et en particulier aux médecins conseils de l'assurance maladie. Cette question m'est toujours posée quand je présente les finalités du DMP, et donc ce n'est pas un outil qui sera utilisé pour le contrôle des patients ou des professionnels. L'assurance maladie, il y a d'autres outils pour cela. C'est vraiment fait pour les finalités de la loi qui a été. Et enfin, troisième chose, le DMP n'est pas obligatoire, et donc il n'y aura pas de conditionnement du remboursement des soins d'un patient selon qu'il ait un ou pas de DMP. Donc, bien entendu, le DMP, si le Parlement l'a voté, c'est parce qu'il y a des usages forts. Et les deux usages principaux, je sécurise mon patient et j'évite à mon confrère tout accident thérapeutique. C'est une phrase que je n'ai pas inventée, c'est un médecin qui retrouve qui m'a cité le deuxième élément. En fait, le but, c'est un patient qui a une allergie, qui a une intolérance médicamenteuse, qui part en vacances, ou dans sa famille, en dehors de son lieu d'habitation, qui a un pépin de santé, il se prend en charge par un médecin, ben, il est bien que ce médecin, qui ne connaît pas le patient, ait la connaissance de son histoire médicale. D'une part, ça évitera au patient de raconter toujours la même histoire. Je me souviens une fois, j'étais face à une patiente qui était greffée du rein depuis 20 ans. Je me disais, j'en ai marre de raconter quand je suis hospitalisé aux internes mon histoire médicale. S'il y avait un document qui pouvait donner l'ensemble de l'information, ce serait pratique. Et puis, vous tombez dans la rue, vous êtes inconscient non accompagné, vous allez aux urgences, l'urgentiste qui vous reçoit n'a aucune information sur vous, donc il doit commencer à chercher son élément, et donc s'il avait la possibilité d'aller sur le DMP, donc d'avoir l'histoire médicale de ce patient, la prise en charge sera peut-être plus facile. Et puis, un patient sort de l'hôpital un vendredi après-midi, il a des soins infirmiers à faire pendant le week-end, l'infirmière qui le prend en charge n'a pas d'informations sur lui, et ce serait bien qu'elle ait un minimum d'informations avant de faire les soins pendant le week-end. D'autres médecins m'ont dit, un patient perdu de vue, qui était hospitalisé pendant plusieurs mois à l'hôpital pour une pathologie peut-être cancéreuse ou autre, et le patient est de retour chez lui. Évidemment, le week-end arrive, il a une fièvre, donc il appelle son médecin traitant, et le médecin traitant ne connaît pas les traitements qui ont été faits pendant les 2-3 mois qui précèdent. Le médecin me dit, la seule action que j'ai à faire, c'est de prescrire un transport en ambulance pour l'envoyer à l'hôpital. Donc voilà tous ces usages qui sont du bon sens. Je dirais que, pour prendre une métaphore de la circulation routière, en fait, le DMP va pas protéger à 100% de patients, mais en tout cas, c'est la ceinture de sécurité qu'il a, justement, pour éviter des pépins. Alors, pardon, c'est peut-être un peu petit, mais je vous ai indiqué, en fait, l'apport de la nouvelle loi sur le DMP. On met le patient au centre et ensuite, on avait un problème donc, de création du DMP, ça n'a pas marché, les médecins n'ont pas créé, c'était trop long. Ils sont pas payés pour ça, ils m'ont dit, ils ne sont pas sur le médical, donc il n'y a pas de DMP créé. L'hôpital n'a pas non plus créé de DMP, non de moyens, etc. Donc en fait, la loi dit, maintenant, le patient peut créer son DMP. Et en fait, l'action que l'on fait, c'est donc on a créé un site
Internet, où le patient pourra créer son DMP directement avec la somme de sécurité. Deuxième chose, pour les patients qui ont des difficultés à aller sur Internet, il y a les agents d'accueil des caisses d'assurance maladie qui pourront aider le patient à créer le DMP. Et dans le travail que nous faisons avec l'ensemble des professionnels de santé, en fait, les représentants des infirmières et kinés nous ont dit qu'ils étaient partants pour créer les DMP des patients, puisqu'ils revoient plusieurs fois par semaine. Et donc, c'était l'occasion pour eux d'aider ces patients, notamment les personnes âgées qui ont des problèmes cognitifs ou qui ont des problèmes avec Internet, en tout cas de créer le DMP pour eux. La deuxième chose importante qu'on a fait, c'est que jusqu'à maintenant, peu de DMP ont été créés, et parmi ceux qui ont été créés, en fait, la moitié de ça sont vides. Il n'y a pas d'information. Donc on a parlé de personnes, partager des choses vides, on n'a pas de chose. Donc, en fait, comme l'assurance maladie dispose des données de remboursement, alors ce qu'on va faire, c'est alimenter de façon automatique le DMP de chaque patient par les données de l'historique de remboursement. Donc on va mettre d'abord 1 an de remboursement cette année, on mettra 2 ans l'année prochaine pour avoir au moins un contenu médical dans le DMP. Nous préparons aussi une application mobile pour le patient. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de bouton bleu, de Blue Button américain. Donc nous faisons un Blue Button à la française. Et donc pour permettre au patient justement de pouvoir lire le contenu de son DMP sur tablette ou smartphone, à la fois en connexion, mais aussi si le patient est dans un sous-sol de l'hôpital non accessible par smartphone, par Wi-Fi, ou alors dans un endroit perdu en montagne ou ailleurs où le Wi-Fi ne passe pas, en fait, eh bien, une partie du DMP sera intégrée dans un container du smartphone, et donc on pourra ouvrir et lire ces informations-là. Alors, cette application est en cours de développement. Nous travaillons étroitement avec la CNIL pour l'aspect sécurité, donc elle ne sera pas disponible tout de suite, plutôt à la fin du premier trimestre, quand l'ensemble des considérations techniques et de sécurité auront été bien établies par alors, il y a toujours des choses sur le masquage, je vais en dire 2 mots. Le patient peut toujours masquer une information. Par contre, le médecin traitant n'a jamais de masquage. Le médecin traitant, par définition, a accès à toutes les informations données. Le patient ne peut pas s'opposer à l'alimentation d'une information, de son DMP. Et donc ça, ce sera un plus pour l'hôpital, parce que nos amis CISRA nous ont dit tout à l'heure qu'un des freins à l'alimentation de l'hôpital, c'est qu'il fallait que le patient donne son consentement à l'envoi d'un document au DMP. Maintenant, la loi dit que dès lors qu'un patient a consenti à la création de son DMP, alors il ne peut pas s'opposer, sauf cas de force majeure. Quelqu'un parlait tout à l'heure des problèmes de sida et autres, pourquoi pas, mais en dehors de ça, le patient ne peut pas s'opposer à l'alimentation du DMP, et donc l'hôpital n'a pas à chaque fois à demander au patient l'autorisation, donc on peut automatiser l'alimentation du DMP en données médicales venant de l'hôpital. Alors, par ailleurs, donc le DMP est un coffre-fort, c'est hébergé dans un endroit qui était agréé à la
Le patient, évidemment, a accès à son DMP, mais ses conditions d'accès sont liées à l'identifiant mot de passe, plus un code OTP qu'il reçoit sur portable, donc un code comme vous achetez sur Internet des données, vous payez par carte bleue, vous recevez un code OTP. Et donc tout ça, c'est pour sécuriser les accès, de même que seuls les professionnels de santé ont accès au DMP, les personnes socialement, et pour accéder au DMP, il faut une carte CPS. Donc, c'est pourquoi les médecins conseils ne pourront pas accéder au DMP et n'importe qui ne peut pas accéder au DMP sans cette donc, il y a des garde-fous. Ce qui est important, c'est que lorsque le patient, lorsqu'un DMP est créé, le patient est informé et notifié par tout moyen. Donc, email ou courrier. Si par hasard quelqu'un crée de façon détournée le DMP d'un patient, alors le patient est informé. L'autre notification, c'est quand un professionnel de santé accède pour la première fois au DMP d'un patient, le patient reçoit une notification et donc en plus le patient pourra lire les traces dans son DMP de tout PS qui a accédé à son DMP. Et donc, s'il y a un médecin ou un autre professionnel de santé qui accède sans son accord et en dehors de tout procédure de soins, en fait, le patient peut faire recours. Et il y a une troisième notification, puisqu'il faut ouvrir le DMP en cas d'urgence, et donc on appelle ça la notion de brise-glace. Il y a la même chose. Lorsque le DMP est ouvert en urgence, le patient est notifié encore par tout moyen et son médecin traitant également. Donc vous voyez, on essaie d'avoir une certaine liberté pour permettre de la facilité à l'accès, mais d'un côté, il y a des éléments de contrôle forts qui permettent et qui donnent toute l'information au patient sur l'utilisation de son DMP. Alors, ce que je vais vous dire, donc voilà le site internet donc, qui va permettre aux patients de créer son DMP. En fait, comment cela va-t-il se passer? D'abord, tous ceux qui ont un compte Amélie et qui ont une adresse internet déclarée dans Amélie recevront un email leur indiquant qu'ils peuvent créer leur DMP sur mon-dmp.fr et puis ils recevront en même temps un code de création qui leur sera demandé au moment de la création du DMP. Et ce code de création a été fait justement pour éviter que des robots créent de façon détournée les DMP de tout à chacun. La deuxième chose qu'on demandera aux patients, c'est de saisir le code, le numéro de série de sa carte vitale pour authentifier le patient. Donc, n'importe qui ne peut pas créer le DMP d'un autre patient, il lui faut la carte vitale. D'abord, il lui faut son NIR, son numéro de sécurité sociale, le code de création que le patient recevra par Internet et le numéro de série de sa carte vitale donc, que le patient détient. Et avec ça, il a tout moyen de créer son DMP. Et si par hasard il n'a pas reçu de code de création, il peut aller sur le site mon-DMP et demander qu'on lui envoie son code de création de façon à pouvoir. Deuxième élément, donc vous avez sur la droite de l'écran, c'est pour les écrans de l'application patient que nous sommes en train de développer, avec dans chaque
Là, le type de données que vous avez en cliquant dessus, donc la synthèse, les données de remboursement, les éléments de biologie, vous cliquez et vous avez l'ensemble des documents qui sont relatifs. Ce que je voulais vous dire aussi, que les données de remboursement qui seront mises dans le DMP de chaque patient auront cette tête-là. Alors, vous avez un nombre de remboursement, c'est un exemple. Donc, en haut à gauche, voilà, vous avez les médicaments remboursés. Alors, en fait, nous sommes en train de préparer un lien entre DP et DMP, mais ça prend du temps. Nous sommes en cours de travaux avec le TOP à l'heure actuelle. Donc, pour ceux qui auront un DP, de pouvoir substituer les données du DP à ces données de remboursement. Et en tout cas, dans un premier temps, on va faire ça. Quand on aura le lien avec le DP, eh bien, on mettra les données du DP. Par contre, vous avez aussi l'ensemble des actes qui ont été faits, qui ont été remboursés aux patients avec la spécialité, avec le kit d'actes en clair, et la spécialité du médecin qui l'a fait, en radiologie également, en hospitalisation aussi. Là, vous avez le cas d'un patient qui a eu deux jours, et puis l'ensemble des éléments, des actes de biologie qui ont été remboursés aux patients, évidemment sans les résultats, l'assurance maladie n'a pas les résultats, et si le DMP est correctement renseigné, eh bien, dans la rubrique biologie, lorsque le médecin voit l'ensemble des actes, il peut aller sur la partie biologique pour voir le résultat. Alors, ce qui est important, autrement, c'est le contenu du DMP. Dans le DMP, c'est pas un fourre-tout. En fait, on demande un minimum de choses qui répondent aux finalités de prévention, coordination, qualité des soins. Et en fait, c'est celui qui produit l'information, donc le médecin, infirmière, kiné, radiologue, etc., qui produit l'information, qui met dans le DMP. Donc en particulier, c'est le biologiste qui met le contenu de et en fait, ce qu'on demande au PS, c'est pour le médecin traitant de mettre le volet de synthèse médicale, parce que le volet de synthèse médicale rassemble les pathologies, les antécédents, y compris antécédents familiaux, les traitements, les intolérances médicamenteuses, les allergies, toute information qui sont indispensables à avoir quand le malade est vu pour la première fois par un médecin. Les spécialistes de mettre le compte-rendu de consultation, en cancéro, de mettre le DCC, en radiologie, de mettre le compte-rendu d'imagerie, on ne va pas mettre les images. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un bouton HTML sur le document pour permettre au médecin qui veut éventuellement voir les images, de cliquer pour aller voir sur le bas de l'établissement. L'hôpital, par établissement de santé, de mettre le compte-rendu d'hospitalisation, bientôt ce sera la lettre de liaison. Alors, ce qu'on voudrait aussi, c'est, quand on va créer le DMP, si un patient a beaucoup de CRH, a une histoire de CRH dans l'établissement, qu'on mette l'historique de ces CRH dans le DMP. Et puis, pour les EHPAD, qu'ils mettent le dossier de liaison. Alors, bon, tout ça est en cours de finition, donc l'ouverture de l'URL qui permettra de créer le DMP, l'alimentation en données de remboursement et les envois, les provisions d'envoi de mail. On va les faire dans un premier temps dans 9 départements que vous avez là. Donc, l'Isère n'est pas encore dedans, mais ce sera l'année prochaine.
Et au vu, on va commencer doucement pour voir un peu la robustesse de cette application, mais en particulier, donc, on se verra en début de l'année prochaine pour voir les opérations de préparation, parce que on ne fait pas ça tout seul. Dans chaque question d'assurance maladie est réunie dans un comité de déploiement l'ensemble des intervenants, à la fois des PS de ville, des associations de patients, des hôpitaux. Et le directeur du CHU est invité, son représentant est invité dans le comité de déploiement, et tous les représentants, les leaders d'opinion de la santé du département participent justement aux opérations de mise en œuvre. Vous voyez, pour ces 9 caisses-là, ça fait 1 an qu'on a commencé à préparer avec elles ce déploiement pour que chacun comprenne et mette en place les éléments à titre simplement d'expérience. En fait, les délégués assurance maladie et les conseillers informatiques de service vont voir chaque PS aujourd'hui et leur indiquent quelles sont les versions de logiciels qui sont interopérables au DFP, les versions à installer, de même qu'ils vont voir chaque établissement pour vérifier qu'ils ont bien un outil interopérable avec le DFP et qu'on prépare l'envoi automatique des CRH vers le DFP avec les simplifications que je vous ai indiquées et qu'on mette en place aussi des procédures de lecture du DFP dans certains services, à commencer par les services qui ont plus besoin d'usage du DFP, les urgences, le SAMU, les anesthésistes, les cancéraux, les cardios, les gériatres. Voilà. Merci beaucoup.